Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Alors, ce matin, comme à toutes les semaines, donc les deux nutris en pédiatrie, on a choisi un sujet parce que ça revenait souvent, soit en consultation, soit des questions que vous nous posez sur nos plateformes. Puis souvent, c'est des questions suite à ce que je publie le soir à l'heure du souper. Puis là, ça tombait bien. Hier soir, j'ai eu besoin d'avoir ma porte de sortie, puis mon assiette aussi découverte. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de stratégies qu'on peut mettre en place chez les mangeurs, chez les apprentis mangeurs, donc les enfants qui apprennent à découvrir les aliments, les enfants qui sont plus prudents dans la découverte des aliments ou tout simplement parce que vous avez le goût de l'avoir, cette porte de sortie-là, pour X raisons. Moi, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire avec mon plus jeune lorsqu'il avait 2 ans environ. Il était suivi en ergo, donc depuis son jeune âge au niveau de la mastication, au niveau de l'alimentation. Et il nous fallait une porte de sortie lorsque on voyait qu'il y avait un intérêt pour découvrir les aliments, mais que c'était une surprise en bouche, puis il voulait absolument cracher. Qu'est-ce qu'on veut dire par une porte de sortie? Vous appelez ça comme vous voulez. On peut appeler ça le bol de non merci. C'est l'expression qu'on voit très, très souvent. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a présenté en ergothérapie, qui est une traduction anglaise de No Thank You Bowl qu'on voit sur certaines plateformes américaines. Mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les thérapies qu'on appelle le SOS Feeding chez les enfants qui ont des difficultés vraiment au niveau de l'alimentation. Alors, en gros, ça consiste en quoi? Le bol de non merci, c'est surtout lorsqu'un enfant va vouloir goûter quelque chose ou essayer quelque chose ou l'enfant qui est réticent à le faire. Donc, on va lui proposer une porte de sortie. Donc, si on voit l'enfant, il regarde un aliment qu'habituellement, il ne l'intéresse pas, puis on voit que, il me semble qu'il aimerait ça y aller, mais il n'est pas certain. Alors, on va tout simplement lui dire, bien, écoute, si jamais tu as le goûter, tu peux y aller, puis si tu n'aimes pas ça ou si c'est trop une surprise dans la bouche, bien, tu vas pouvoir le cracher. En fait, c'est vraiment avoir l'option de cracher. Ça peut être dans un bol ou ça peut être dans un verre. Moi, quand il était plus jeune, c'était plus... En tout cas, ça répugnait moins son frère quand c'était dans un verre parce qu'il pouvait rentrer vraiment sa bouche, c'était vraiment devant le verre, puis sortir ce qu'il y avait là, versus dans un bol, on voyait ce qui sortait. Fait que des fois, ça dérangeait le plus vieux de voir la bave. Tu sais, on s'entend à 2 ans, quand tu craches, c'est assez... C'est pas très chic à voir. On est aussi encore en apprentissage de cracher à cet âge-là. Oui, tout à fait. Fait que j'utilisais plus un verre, puis comme ça, il ne voyait pas parce que le verre était haut, puis comme ça, c'est pas toute la table qui voyait ce qu'il y avait là. Donc, c'était surtout quand l'aliment était en bouche, nous, qu'on avait besoin d'une porte de sortie pour cracher ce qu'il y avait là. Vous pouvez aussi utiliser une serviette, ça peut être jetable ou lavable, pour que l'enfant puisse vraiment, de manière discrète, sortir ce qu'il y a dans sa bouche. Donc, ça s'applique autant à la maison que lorsqu'on est ailleurs. Dans les garderies également, lorsque l'enfant veut cracher quelque chose, bien, pour ne pas cracher dans l'assiette qu'on est en train de manger, mais juste le mettre dans une assiette à part. C'est là qu'on appelle le bol de non merci ou on n'est pas prêt. Fait que ça peut être dans un bol, ça peut être dans un verre. On peut également l'utiliser lorsque l'enfant a mis quelque chose dans son assiette ou quelqu'un a mis quelque chose dans son assiette, mais qui n'en veut pas. Donc, il ne l'a pas mis dans sa bouche. C'est là aussi on peut l'enlever puis le mettre de côté. On peut utiliser aussi les petits compartiments qu'on a déjà si votre enfant est sur une chaise haute. Donc, on a l'espèce de petite tablette. Puis souvent, on a comme un rond pour mettre le verre. Bien, au début...
Je l'utilisais aussi pour sortir quelque chose de son assiette, puis il pouvait le mettre dedans. Mais quand ça sortait de sa bouche, de sortir de la bouche, le mettre dedans, c'était pas très chic. Fait que nous autres, on utilisait le verre, c'était beaucoup plus facile. Puis il choisissait le verre qu'il voulait. Là, avant l'heure de repas, il allait le chercher, puis il savait qu'il y avait une porte de sortie. Puis ça réduisait beaucoup son anxiété à l'heure des repas, parce que qui dit pas de plaisir à manger ou avoir une crainte à découvrir les aliments, l'anxiété, elle est là. Donc, juste le fait de savoir qu'il y a une porte, peu importe ce qui arrive, là, il y avait une porte de sortie pour être capable soit de cracher ou de sortir de son assiette ce qu'il avait mis ou ce que j'avais peut-être mis, mais qui n'était pas prêt, ça ne tentait pas de l'avoir dans l'assiette, il pouvait le sortir. Ça, c'est une des stratégies qu'on peut employer chez tous les enfants. Même si ce n'est pas un enfant qui est prudent au niveau de la découverte alimentaire, tout simplement, on peut le proposer pour mettre les choses qu'on ne veut pas. Puis l'avantage d'avoir ce genre de truc, surtout quand l'enfant ne l'a pas mis dans sa bouche, c'est que ça peut réduire le gaspillage. C'était dans son assiette. Il n'en voulait pas, il ne l'a pas touché. Fait qu'on peut l'enlever, le mettre dans le bol, puis qu'on va pouvoir récupérer soit dans un autre pot ou le remettre dans le plat. Puis l'enfant aussi peut des fois aller le redécouvrir. Puis là, tu sais, on l'a dit, là, le bol du non-merci peut être pour recracher ou ayez 2 bols. Là. Celui, justement, un pour cracher, puis l'autre, c'est sûr qu'il ne veut pas, il n'accepte pas au premier service. Au début, là, c'est comme trop dans son assiette. C'est aussi lui apprendre à comment refuser, en fait, un aliment de façon polie au lieu de faire des arcs, des caca, des non, moi, j'en veux pas, puis juste pousser l'assiette, bien, d'avoir justement toujours cette porte de sortie-là où on dit, regarde, s'il y a des choses, tu le mets ici. Si tu veux retourner le chercher, tu peux y aller. Puis, comme on disait, ben s'il n'a pas touché, après ça, ben ultimement, nous, on peut le réutiliser. Fait qu'on limite aussi le gaspillage alimentaire, mais ça permet de diminuer beaucoup l'anxiété puis le stress chez certains enfants. Oui. Puis pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode sur au secours, mon enfant lance les aliments. Ça peut aussi être une stratégie. Ça, c'est une vidéo que j'ai publiée, ça fait presque 1 an, dans laquelle vraiment je propose également le bol du non-merci. Lorsqu'un enfant ne sait pas quoi faire avec les aliments, donc il ne sait pas quoi faire avec, fait que pour lui, je vais le lancer parce que je n'en veux pas dans mon assiette. Donc, en leur montrant quoi faire avec et non pas ne pas quoi faire. Donc, on leur montre quoi faire avec. Bien souvent, ça va éviter le comportement de lancer. Je ne dis pas que c'est une garantie, mais au moins, quand ils savent, ils ont une porte de sortie pour quelque chose qu'ils ne veulent pas, ils peuvent le mettre dedans. Puis, il y a des enfants aussi, quand ils ont terminé de manger, ils vont tout ramasser ce qu'il y a dans l'assiette, puis ils vont le mettre dans le bol. C'est signe que j'ai terminé de manger. Fait que ça a quand même un avantage, pas juste lorsque j'ai mis quelque chose dans ma bouche puis j'ai craché, ça peut être aussi également un signe que vous proposez, une stratégie à l'enfant que quand tu as fini, puis je le vois en train de transvider ses affaires dans le bol, bien, c'est terminé, c'est fini. On peut utiliser les gestes. Donc, au lieu de lancer, on peut utiliser ce genre de bol-là. Hier soir, j'ai reçu des questions en lien avec l'assiette que j'avais faite pour Alex. Habituellement, c'est lui qui fait son assiette. Donc, le repas est au centre de la table, puis il fait son assiette. L'assiette, elle est vide, puis elle est blanche. Donc, il n'y a pas trop de stimulation de design sur l'assiette et c'est lui qui va mettre les aliments dedans. On est dans une période beaucoup plus difficile. Il n'y a pas grand-chose qui est dans l'assiette. Alors, je voulais tout simplement l'encourager à s'approcher un peu plus des aliments et j'ai fait son assiette. Quand il était plus jeune, je le faisais, puis il y avait quand même son assiette vide. Donc, ce que je faisais, c'est comme si je faisais un repas au centre de la table, mais plus proche de lui, en plus petites portions. J'appelais ça l'assiette découverte. Encore une fois, c'était une stratégie qu'on a trouvée lorsqu'on était en suivi en ergo. Et en orthophonie pour être capable de nommer des aliments. Bref, on s'amusait de cette façon-là. Donc, tout est fait dans le plaisir. Tu sais. Le but, je n'avais pas un agenda caché dans le sens que parce que je veux qu'il mange. Non, je veux tout simplement réinviter le plaisir à table quand j'ai remarqué qu'il n'y était plus. Alors, une assiette découverte, c'est tout ce qu'il y a sur la table. Parce que parfois, ça peut arriver par phase ou ça peut être tout simplement le tempérament de l'enfant. Quand on met tout au centre de la table, ça fait trop pour certains enfants. Donc oui, c'est une belle approche, les repas au centre de la table. Est-ce que ça fonctionne chez tous les enfants? Non. Chez certains enfants, c'est trop. Il y a trop d'aliments, les portions sont très grosses, c'est décourageant pour certains cocos. Alors, ce qu'on peut faire, on peut prendre un petit peu de tout ce qu'il y a sur la table. C'est comme une portion cocktail. Tu sais, lorsque vous allez dans des cocktails, quand on allait, en fait, tu as le serveur ou la serveuse qui avait son plateau, tu avais une petite bouchée avec des pics. Fait que c'est ce que j'essayais de proposer à Alexandre hier, c'est qu'il y avait un petit peu de tout dans une assiette aussi
compartimenté. Donc, les choses étaient séparées, ils n'étaient pas touchés parce que j'avais également mis de la sauce. Fait que parmi les stratégies qui fonctionnaient bien avec lui, c'est des aliments séparés, donc dans des compartiments différents. L'assiette, encore une fois, elle est blanche, donc il n'y avait pas une espèce de vomi de couleur, de trop de stimulation, fait qu'il se perdait. Les portions étaient minuscules. C'est vraiment des très, très petites portions que j'ai mis, quitte à ce qu'ils me disent « Ah, j'en veux encore ». C'est ce qu'on veut chez les enfants, qui nous disent « J'en veux encore ». Et il y avait de la sauce. Donc, j'ai moi-même mis un petit peu de sauce sur les aliments et c'était vraiment son assiette à lui. Quand il était plus jeune, c'était une assiette à côté de lui. Donc, pour nous, c'était les repas au centre de la table pour lui montrer que c'est comme ça que nous, on sert les repas. C'est vers ça qu'on veut aller éventuellement. Mais je considère ton développement. Je suis sensible à tes besoins, puis je vais le faire, mais de façon plus adaptée pour ne pas engendrer encore plus d'anxiété. Donc, c'était vraiment plus proche de lui. Puis, il y avait une assiette blanche. Donc, il avait le choix de le mettre dans son assiette ou de automatiquement piger dedans. Puis, il y avait des pics. Mais hier, je n'ai pas mis de pics. J'ai vraiment juste mis sa fourchette préférée, qui est une fourchette de Star Wars. Ça a fonctionné, je vous dirais, mais il a recraché beaucoup de choses. Il y a des broches en plus. Hein, fait que quand on sert les broches, c'est tellement plus difficile. Puis ça, c'est un autre défi que j'essaie de gérer. Si tu es trop cuit, si tu as assez sec, que tu as assez de sauce, bref. Fait que oui, il y avait un bol vide. Vous l'avez vu, c'était un bol parce que je n'étais pas certaine s'il aurait voulu cracher ou il aurait voulu juste enlever l'aliment puis le mettre dans le bol de nos merci. Là, je ne l'appelle même plus le bol de nos merci. Il sait c'est quoi ici, ça sert à quoi? C'est là pour mettre des choses qu'on ne veut pas. Même son frère, il peut mettre des choses dedans. Une fois que c'est dedans, habituellement, puis ça a sorti de ta bouche, là, il n'y a personne qui va y toucher. Fait qu'hier, vraiment, il a pris des morceaux de viande, ça a roulé, puis il a voulu le cracher, puis c'était correct. Mais pour le reste des aliments, il a été de l'avant, puis il en a mangé. Puis il était content. Il n'a pas dit « Ah non, tu as fait mon assiette ». Il était content. Fait que vous pouvez le faire de cette façon-là également. C'est comme vous pouvez le voir comme une porte de sortie, c'est que votre enfant, je lui ai proposé le même repas. C'est juste visuellement, c'était différent. Puis s'il n'en voulait pas, il pouvait juste tout simplement le retirer puis le remettre dans le bol qui était à côté. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, est-ce qu'on peut poser des questions? Bien sûr que vous pouvez toujours poser des questions, soit dans les commentaires, autant sur Instagram que sur Facebook. Donc, je voulais un petit peu démystifier, c'est quoi les portes de sortie chez les enfants. Puis même nous, en tant qu'adultes, on a toujours des portes de sortie qui est notre serviette. On met sur nos jambes, on a une serviette. Puis quand on n'aime pas quelque chose, bien, on crache. Parce que goûter, malheureusement, c'est un mythe encore qui perdure. Souvent, on dit aux enfants, bien là, tu n'as pas goûté, il faut que tu manges puis que tu avales. Non. Déjà, juste si la sensation dans la bouche, sur la langue, elle est désagréable pour l'enfant, si on aimerait ça qu'il reproduise cette découverte-là ou qu'il associe vraiment une émotion le moindrement positive avec l'aliment, il faut lui permettre une porte de sortie à votre enfant. C'est poli cracher. OK? Vous êtes en train de travailler la confiance de votre enfant et on veut des associations positives avec les aliments pour être capable de s'en approcher de plus en plus et qu'il soit capable de les apprécier, ces aliments-là. Puis tout ce que j'avais présenté hier soir, c'était tous des aliments familiers, il n'y avait pas de nouveauté là-dedans. Puis malgré ça, bien là, c'est plus difficile au niveau de l'anxiété. Alors, c'est sûr j'ai l'impression qu'on régresse au niveau de l'alimentation, mais c'est pas grave. Mais il mange beaucoup plus fréquemment. C'est vraiment aux 2 heures. Il revient de l'école, là, puis c'est vraiment aux 2 heures par petite quantité, même si c'est des choses qu'il aime. Je lui aurais proposé, je sais pas moi, un bol de poisson, un bol de... Tu sais, il va en prendre en petite quantité, mais il y a autre chose qui le travaille, il y a autre chose qui le dérange. Alors, on le suit là-dedans. Puis le but, c'est pas de créer un peu plus d'anxiété, au contraire, mais tout simplement rendre ça beaucoup plus agréable. Puis, parallèlement à ça, dans la boîte à lunch, c'est vraiment juste des aliments familiers. Il n'y a pas de nouveauté, il y a même des aliments préférés qui sont dans la boîte à lunch parce que il n'y a pas de « Ah là, j'ai moins mangé dans 2 heures, je vais avoir faim, je vais adapter l'horaire, je ne peux pas. » À l'école, c'est l'école, on est dans un cadre, alors vraiment, il y a pas plus de portions, mais juste des choix vraiment que je sais habituellement sont gagnants. Il peut revenir avec une boîte à lunch pleine, il peut revenir avec moitié, c'est pas grave, je lance pas de commentaires, tout simplement la journée se poursuit, puis on s'adapte à nos cocos. Est-ce que la maman voulait poser la question? Je ne l'ai pas vu passer sur Instagram, je ne sais pas si tu l'as vu, mais... Non, mais en fait, j'ai juste vu la question, en effet, est-ce qu'on peut poser des questions, puis j'attendais que tu aies terminé de jaser pour lui dire que oui, bien entendu, puis on avait Valérie aussi qui a dit qu'il reconnaissait beaucoup son plus vieux dans ton Alex. Oui. Tu sais, il n'y a pas d'âge. Hein? Moi, ça a commencé vraiment la crainte des tout petits. Là. Dans l'intro des solides, c'était
pas évident. Puis vraiment, dans l'âge de la néophobie alimentaire, oh là là, puis là, il y avait le langage aussi là-dedans. Fait qu'on travaillait beaucoup de choses en même temps. C'est drôle, j'en parlais avec Mélissa avant de rentrer en ligne. Tu sais, le bol de nos merci, il a comme pris une... il était appliqué un peu partout parce que pour lui, c'était tellement sécurisant, ce bol-là de nos merci, que parfois, lorsqu'on avait des exercices à la maison quand on revenait de chez l'orthophoniste, puis j'avais des pictogrammes, donc j'avais des images, puis il fallait qu'ils disent qu'est-ce qu'ils voient ou la couleur. Fait que des fois, quand ça ne tentait pas parce qu'il n'était pas capable, ça ne tentait pas, il prenait et il dit non merci, puis allait chercher le bol ou la tasse pour le mettre dedans, que genre là, ça ne me tente pas. Tu sais? Ouais. C'était comme ça doudou, c'était sécurisant, c'était drôle à voir, mais à un moment donné, il a compris que le bol du non merci, c'est vraiment juste dans le contexte des repas, mais au moins il disait non merci, c'est une façon. Oui, c'est ça que je trouve le fun, oui, c'est ça, quand tu décrivais ça, parce que même dans les autres sphères de la vie, des fois, il est en train, surtout quand ils sont tout petits comme ça, ils apprennent qu'ils sont en train de nous dire que là, c'est trop, là. En effet, Zach a un trouble développemental du langage et un tempérament anxieux. Oui, c'est ça. Oui. Vous allez voir, tout ce qui est au niveau des difficultés, au niveau du langage, puis au niveau de la mastication, ça va ensemble. C'est très, très relié dans plusieurs cas. Donc, ce n'est pas surprenant de voir les enfants chez qui ça a été difficile, l'introduction des aliments, la découverte des aliments. Au niveau du langage, c'est un peu plus difficile. C'est pas d'emblée, c'est juste que c'est quand même assez fréquent. Nous, on le voit, je pense en orthophonie également, ils vont le voir, parce que ce sont les mêmes muscles, les mêmes articulations qui sont impliquées pour avoir une bonne mastication chez les enfants, avoir un bon patron moteur au niveau de la déglutition, avaler des aliments, mais c'est les mêmes muscles et articulations qui sont impliqués. Donc, ça se peut qu'on voit un défi au niveau du langage lorsqu'on a un défi au niveau de l'alimentation. Donc, ça serait quelque chose à aller creuser, à les regarder. Puis s'il y a une page, Valérie, que j'aime beaucoup suivre à ce niveau-là, ça fait pas longtemps qu'elles sont sur Instagram, c'est FON, P-H-O-N. Donc, c'est Annabelle et Gabrielle qui sont en arrière de cette page-là. Puis il y a aussi Julie l'orthophoniste qui donne beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup d'exercices de stimulation au niveau des bébés, les jeunes enfants également. Donc, je dirais c'est 2 pages au niveau de l'orthophonie que je trouve hyper intéressantes pour les parents. Il y avait, tu vois la question ici, là, on a Juliane qui nous dit ici, cocotte de 2 ans suivie en ergo et en orthophonie aussi. Difficulté avec les textures, encore de type purée. Je vois ça comme une montagne d'y aller avec les morceaux. Des conseils. Oui, c'est qu'en fait, avant d'introduire les morceaux, surtout lorsque l'ergothérapeute est impliqué dans le dossier, c'est qu'il faut juste s'assurer que les morceaux ou les aliments qu'on propose sont sécuritaires pour l'enfant. Parce que si on n'a pas les mouvements nécessaires pour... quand je parle de mouvements, c'est vraiment les mouvements de langue, la coordination de la langue avec les lèvres, avec... Tu sais, c'est la tâche la plus difficile à apprendre à mastiquer. J'espère que vous le savez, on le répète tellement souvent. C'est beaucoup apprendre à manger, puis on est pressé, que les enfants apprennent, mais pourtant, on est patient pour la lecture, on est patient pour l'écriture. C'est la même chose, manger. OK, c'est très long. Ça peut prendre jusqu'à 3-4 ans, et même certains enfants gagner de la force et de l'endurance, ça peut aller jusqu'à 6 ans. Donc, à la rentrée à l'école, on est patient. Mais avant d'introduire des morceaux, il faut vraiment, vraiment que le travail soit fait conjointement avec l'ergothérapeute pour être certain que les morceaux que vous allez proposer sont sécuritaires pour éviter un risque d'étouffement chez votre coco. Alors, c'est sûr que si, au niveau de le patron moteur, donc au niveau de la mastication, les mouvements sont là, mais on travaille surtout au niveau de la force, au niveau de l'endurance. Oui, il y a des trucs et stratégies au niveau de l'alimentation pour aider l'enfant là-dedans. Donc, tout ce qui est sec, on essaie de le rendre plus humide, avoir des sauces, avoir des trempettes, avoir des cuissons de viande beaucoup plus longues et beaucoup plus lentes. Donc, tout ce qui est un effiloché, avoir des petits, vraiment coupés en petits morceaux. Hier, la viande, elle était coupée en 2, puis ma boulette était vraiment, vraiment petite pour qu'en bouche, qu'il n'y ait pas à rouler ça longtemps. Puis en plus, il y avait une sauce. Donc, tout ça, ça permet que, hop, je l'ai dans la bouche, 3-4 petites mastications, puis c'est réglé. Avoir de l'eau à l'heure des repas pour que l'enfant puisse se nettoyer la bouche. Donc, c'est plein de petits trucs stratégiques qu'on peut mettre en place pour accompagner nos enfants lorsqu'ils sont... Le défi est autant au niveau ergo qu'orthophonique. Je pense que mon coco c'était un petit peu le même pattern. Oui, c'est difficile, mais sachez que chaque petite avancée, c'est une victoire. Il faut la célébrer. Tu sais, votre enfant, s'il accepte de regarder l'aliment
célébrer ça, c'est vraiment un avancement. Même si c'est des micro-petits pas de bébé, ça reste qu'on avance quand même. Elle ne veut pas y ça, toucher. Joliane ajoute justement, oui, c'est ça. Oui, oui. Ça, c'est souvent ce que je propose aux parents quand l'enfant ne veut pas voir l'aliment à l'heure des repas ni le toucher. Sortez l'aliment du contexte du repas parce qu'on le sait, puis l'enfant le sait. Quand on arrive à l'heure des repas, c'est quoi l'attente? M'asseoir et manger. Tandis que quand je présente des aliments, peut-être pas exactement l'aliment que vous voulez donner à l'heure du souper, mais lorsque l'enfant sait qu'avec des aliments, je peux également jouer. Tu sais, lorsqu'on crée des associations positives avec les aliments dans un contexte de jeu, pas dans un contexte de repas, déjà, il y a une association positive. L'aliment devient plus familier déjà parce que j'ai une association positive, donc je suis moins craintif quand je vais le voir à table parce que je vais reconnaître cet aliment-là. Mais on y va par petits pas. Ça aussi, c'est au niveau de l'ergothérapie qu'on peut travailler ce genre d'activité-là. C'est ce qu'on appelle les bacs sensoriels. Celle qui fait beaucoup de bacs sensoriels, qui aime beaucoup ça, c'est Laurence. Laurence de Bébé Mange Seul, qui est en arrière de la page Parents qui apprend. Il y a également Mélanie de Wicked qui fait beaucoup d'activités sensorielles. Donc, si vous ne connaissez pas ces deux plateformes-là, allez-y. Ils font beaucoup d'activités sensorielles. Un bac sensoriel, ça peut tellement être des lentilles sèches. Ça peut être des pâtes sèches et des pâtes mouillées, cuites, dans lesquelles l'enfant joue. On peut mettre du colorant à l'enfant, tu peux les brasser pour les colorier. Il ne réalise pas, mais il est en train de toucher des choses, mais il n'y a pas d'attente à ce qu'il mette dans la bouche. Bien, s'il met, ce n'est pas grave, c'est des choses qui se mangent. Mais on peut mélanger ça avec des dinosaures, avec des camions, avec des petites poussettes, avec des cuillères, des louches, des ustensiles. Mais le but, c'est jouer. Donc, il n'y a pas d'attente à mettre en bouche et ça fait toute la différence. Si je suis là juste pour avoir du fun, jouer dans le yogourt, plein de couleurs, peinturé avec le brocoli, faire des étampes avec les betteraves. On coupe une betterave avec un emporte-pièce, on peut faire une étoile, on peut faire des dessins, puis je trempe dans l'eau, puis là, je fais des étampes et ça reste longtemps, des betteraves, c'est les mains. Mais c'est le comptoir aussi. C'est le comptoir aussi. Fait que, tu sais, on peut faire ça, genre un endroit confiné à ça, on peut le faire. Éventuellement, il va faire de plus en plus beau. Ça peut être dehors. Moi, c'était plus dehors que je tripais faire ça. Oui, c'est surtout parce que tu l'as dit, hein, on crée des associations positives. Oui. Donc, les prochaines fois qu'ils vont le voir à la table, ben déjà, je viens de réduire un peu. Est-ce qu'elle va accepter qu'il soit dans l'assiette? Peut-être pas. Est-ce que... Non, mais au moins, elle a vécu une expérience positive avec cet aliment-là. Fait que déjà, souvent, tranquillement, on peut avoir un petit peu plus d'ouverture, là, mais on ajuste nos attentes puis on essaie d'y aller à leur rythme à eux, là. Oui. Donc, merci pour les idées. Oui, je le connais. Je n'avais pas pensé aux jeux et des bacs. Parlez-en avec l'ergo. C'est vraiment avant que l'enfant accepte de toucher à des choses. Tu sais, moi, surtout des choses mouillées. Moi, c'était difficile. Puis ça l'est encore parfois. Tu sais, je mettais des choses dans des sacs Ziploc. Tu sais, le yogourt était dans le Ziploc. Les pâtes mouillées, ils étaient dans le Ziploc fermé. Fait qu'il pouvait jouer, mais il ne touchait pas vraiment. Ouais. Je mettais des gants. Tu sais, il était tout petit, là, des petites mains, des gants. Là, ça ne marchait pas trop. Des gants de jardinage. Tu sais, des mini petits gants de jardinage. Écoute, on a fait des affaires. Puis à un moment donné, bon, il était capable quand c'était sec. Après ça, quand c'était sec. Après ça, quand c'était mouillé, mais juste une à la fois. Puis graduellement, on a évolué. Le but, c'est tout simplement de rendre les repas accessibles à l'enfant et pas anxiogènes. Il n'est pas obligé de les aimer, mais de rendre ça au niveau social, qu'ils se sentent inclus. Quelqu'un qui participe à l'heure des repas, qui n'est pas mis à l'écart parce que lui, il ne peut pas, lui, il n'est pas capable, il veut pas. Le but, c'est de le rendre le plus possible inclus à l'heure des repas, nos enfants. Alors, j'ai une question sur Facebook, donc, pour faire du pouce sur ces petits mangeurs sélectifs, comment faire pour s'assurer que le rapport soit adéquat tout en restant dans l'exploration, introduction aux différentes textures? Oui. On va y aller beaucoup dans les aliments familiers. Donc, vos enfants, on en avait déjà parlé, je pense, dans un autre épisode. Je dis souvent aux parents, prenez une feuille, là, et écrivez là-dessus les aliments préférés de vos enfants.
les aliments qui sont familiers. Puis vous allez voir, des fois, on est tellement inquiet, mais notre enfant a dans chacun, mettons, des groupes alimentaires, 3-4 aliments. Donc, on est capable de, dans les aliments familiers, même si le répertoire n'est pas très grand, de naviguer là-dedans. On change les formes, les couleurs, les sauces, la méthode de cuisson, la température des aliments. Donc, ils ont toujours leur aliment familier. Et parallèlement à ça, je garde une rotation de nouveaux aliments. Vos enfants ont besoin de voir de la nouveauté. De la nouveauté pour que son œil dise « c'est normal de voir du nouveau, c'est normal, je n'ai pas besoin de paniquer ou de reculer quand je vois de la nouveauté, mais il faut qu'il la voie premièrement dans les choses qui sont familières. Tu sais, s'il aime le cocombe en rondelle, en cube, en bâtonnet, râpé, spiralé, tout ça, c'est nouveau. Fait que dès que son œil s'habitue à voir ces choses-là qui sont nouvelles, ben, il sera moins surpris quand il va voir les aliments non familiers changer de forme, de sauce, de cuisson, de température, qui soit un ingrédient dans une recette ou l'aliment principal à manger. Faites-leur confiance, vos enfants. Puis si jamais vous avez un doute, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui passe, bien là, ça vaut la peine de consulter parce que des fois, on peut compléter par... Tu sais, j'appelle ça des petites béquilles, juste un supplément chez les enfants en attendant de voir son répertoire évoluer. Mais soyez patients avec vos cocos. Il y a quelqu'un qui nous demande de répéter le nom des 2 personnes qui font beaucoup de bacs sensoriels. Donc, c'est la plateforme WeKid. Donc, c'est Mélanie Fortier qui est en arrière de cette page-là. WeKid, c'est O-U-I-K-I-D. Et vous avez également Laurence. Je pense que la page de Laurence pour les bacs sensoriels, c'est pas sur Bébé Mange Seul, c'est L-A-U. RRMG, quelque chose comme ça. On va le mettre en commentaire, on va la taguer après le live. Oui, autant dans l'histoire. Allez voir, oui, exactement, puis allez voir notre épisode, vous l'avez dans notre dernier live sur la découverte, là, justement, là, comment diversifier l'alimentation de nos petits mangeurs prudents. C'est exactement ce que Cosette vient de vous dire, la petite feuille qu'on peut remplir et tout ça pour venir s'assurer là, que finalement, on diversifie, mais au travers de sa familiarité. Puis on a sur Instagram, là, Laurie aussi qui disait, je pense que c'est un petit coco de 17 mois là, qui on en a parlé, ça aussi, dans notre épisode sur la néophobie alimentaire sur le podcast, mais dans l'épisode aussi sur la découverte en live, là, on vous en parle, on vous en parle un petit peu des stratégies. Ce qu'on vient de vous expliquer ici, mais on le redétaille là, dans notre épisode aussi sur la néophobie alimentaire. C'est une phase normale, Laurie, que votre coco est en train de traverser. Elle est normale, mais on le dit, elle n'est pas banale. Là. Pour nous, comme parents, ça peut quand même nous amener une certaine anxiété parce que tout d'un coup, ils se mettent à refuser beaucoup de choses. Mais on vous donne plein de conseils aussi là, dans cet épisode-là. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa! Bye, Cosette!